À l'heure après l'heure, ce n'est plus l'heure, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, avec 6 minutes de retard, c'est l'heure d'ouvrir cette émission sur Cam10 Télévision. Nous sommes ensemble pour échanger encore autour des sujets qui font l'actualité au Cameroun. On va parler de politique et religion. Finalement, quelle est la cohabitation qui doit exister entre ces deux entités qui font l'actualité désormais au Cameroun à la veille de cette période électorale? On parlera également du respect des institutions. L'actualité donne la sensation ou l'impression, peut-être qui sera validé ou pas par nos panélistes, que désormais les institutions ont perdu de la valeur aux yeux des Camerounais. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que l'on est finalement obligé ou pas de respecter ces institutions? On va en parler également dans le cadre de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'un petit détour. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. D'accès pour vous permettre de vous joindre à nous, c'est le 6 99 13 50 75. L'année a changé, le numéro pas du tout. Vous pouvez bien sûr l'utiliser, peu importe votre position géographique à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Dieu seul sait que vous êtes très nombreux à nous suivre hors de nos frontières. Je le disais tantôt, ils sont 5 sélectionnés avec beaucoup de minutie pour répondre à vos attentes ce soir. Je vais commencer par ma droite. Pas mon extrême droite, mais ma droite, juste à côté de moi. C'est une autorité traditionnelle que j'ai beaucoup de bonheur à recevoir sur ce plateau. Lui, bien sûr, c'est Sa Majesté Alphonse Ateban-Doumou qui est avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à compatriotes avec qui nous partageons cet espace et à ceux qui nous suivent à la maison. Bonne année à tous. Espérons que cette année 2025 sera chargée des promesses qu'elle porte déjà. Merci d'être là. Sylvestre Lebel Nyek est avec nous. C'est un homme politique qui milite sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun, dont il est l'un des militants cadres. C'est un bonheur de l'accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le maire. Merci de m'accueillir une fois de plus. Certains diront de trop. C'est jamais de trop. Mais à vous, mais également à ceux qui nous font le plaisir de nous suivre toutes les fois que nous avons l'occasion de notre point de vue. Je ne vais pas manquer de politesse à Sa Majesté ainsi qu'à ceux qui l'accompagnent, parce que je pense qu'il est avec 3 personnes et moi je fais la 5e personne. Merci d'être là. Lui également, c'est une première sur le plateau de cette émission et sur Cam10 Télévision, version Nouvelle Route Omnisport. Il est analyste politique. Paul-Stéphane Mindouga est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci, bonsoir Rosalie, bonsoir aux copanélistes et surtout bonne année à mes grands frères qui sont en face de moi aujourd'hui. J'espère que le mot grand frère ne va pas vous freiner tout à l'heure. Non, pas du tout. Et bonsoir également au PDG de Cam10 Télévision ainsi qu'à l'ensemble du personnel. Et vraiment félicitations parce que c'est le monde de l'audiovisuel au Cameroun qui gagne. Et vous savez, le média en réalité constitue le 4e pouvoir pour certains, mais moi je dirais que c'est le 3e pouvoir parce qu'on construit et déconstruit avec le média. Merci d'avoir accepté notre invitation. Benoît Feudieu est avec nous également ce soir. Il est conseiller municipal dans la mairie de Yaoundé 7. Il est surtout militant cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est encore un honneur de l'avoir sur ce plateau ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et bonsoir aux co-discutants. Vous constaterez que j'ai fait exprès de finir avec le révérend Emmanuel Paco. Ce soir, j'ai réussi à faire la toupie qu'il fallait pour atterrir sur Emmanuel Paco. Il est révérend, il est également syndicaliste. Il va représenter la société civile, mais il a un rôle très important à notre première thématique ce soir. C'est un bonheur de vous accueillir, révérend. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, merci pour cette première invitation pour l'année 2025 qui a commencé. Je suis heureux d'être là et de partager ce plateau avec mes co-discutants que tu as déjà présentés. Je voudrais dire bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonne année à tous mes concitoyens. Bonne année au chef de l'État.
son excellence M. Paul-Biya. Bonne année au PDG de Camdis TV, bonne année à toi-même Rosalie et à tous ceux qui nous suivent. J'espère que le débat sera très fructueux et que nous allons édifier ceux qui nous suivent. Mais je voudrais, si tu le permets, commencer par un coup de gueule. Oh là là. Un coup de gueule à la... On ne peut pas échapper à ça en 2025, le coup de gueule. Bon, ça concerne quoi cette fois? Un coup de gueule à l'endroit de Orange Cameroun, un coup de gueule qui me permet d'interpeller l'ART, d'interpeller le Bipostel, d'interpeller le Mincommerce. Bouffe tous les crédits. Je ne peux pas comprendre. Rassurez-vous, pour vous accompagner, je dirais tous les acteurs de téléphonie mobile, hein, parce qu'ils ne sont pas les seuls, même leurs voisins en jaune ou les autres en bleu. En ce moment, c'est la cata. Hein. C'est juste pour mettre de l'eau à votre moulin. Je vous laisse y aller. Voilà, j'aimerais bien comprendre, et comme me l'explique encore mieux, comment est-ce que quelqu'un peut avoir chargé un forfait de crédit. Je prends un forfait de crédit data, je donne un exemple, 1 gigaoctet par jour pendant 30 jours, je charge un matin à 9h30 et ça commence à courir, et j'arrive au cours de la journée, mon forfait est épuisé, mais j'ai encore besoin de me connecter, il est environ 23h et autres, je prends un nouveau forfait de gigadata pour continuer mes travaux en ligne et tout, et le lendemain à 9h30, lorsque je m'attends à avoir mon forfait que j'avais validé en premier lieu, il ne vient pas. Or, l'autre que j'ai validé à 23h30, il est épuisé, il ne va venir qu'à 23h30. Alors, j'interpelle le service client pour dire, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas reçu mon gigadata de la journée qui doit arriver à 9h30. On me fait savoir qu'il n'y a pas de cumul de gigadata. Si j'ai fait un deuxième achat, alors le deuxième achat annule le premier. Tant que le deuxième n'est pas achevé, le premier est suspendu, il est annulé. Je tombe de nu. Je veux bien comprendre comment on va m'expliquer que c'est un cumul. Je dis non, c'est pas un cumul. Dans le cadre de l'affaire, le cumul pour les forfaits 1 giga par jour, c'est que nous comprenons tous que si j'ai pas consommé mon giga de la journée, je ne peux pas prétendre l'avoir la journée qui suit parce que c'est 1 giga par jour. Il faut le consommer dans la journée, ça tout le monde le comprend. Mais je peux pas avoir fait 2 achats. Et vous me dites que mon deuxième achat a annulé le premier ou suspendu le premier et qu'il faut que la durée du deuxième soit achevée pour qu'on revienne sur le premier. Est-ce qu'on va me reprendre les jours qui ont été suspendus? Je lui ai dit carrément que c'est de l'arnaque. Et j'ai prié cette dame qui m'a pris au téléphone. C'est un concept, nous le savons tous. Je l'ai prié de bien vouloir escalader et de rapporter cette indignation à sa hiérarchie parce que c'est de l'arnaque. Je veux bien comprendre qu'elle soit la communication de résonance pour nous répliquer que ce qu'on lui a demandé de répliquer, elle a fait son boulot, elle a répondu au client que je suis tel qu'on lui a demandé, mais je ne suis pas satisfait parce qu'ils sont en train de nous bouffer. C'est de la tricherie. Alors c'est comme ça tout le temps, nous perdons des crédits, on achète ce qu'on n'utilise pas, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas la fibre coupée, ainsi de suite. J'étais pas l'ART, j'étais pas le Mipostel. J'étais pas le Mincommerce même, parce que là je suis arnaqué, je suis volé même. J'achète un service que je ne peux pas utiliser. L'association de consommateurs. L'association des consommateurs. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de tous les accusés, c'est bon? Et ils doivent se mettre au travail alors, pour qu'on ne soit plus arnaqué. Il faut bien qu'ils puissent nous protéger. Parce que, je suis d'accord avec vous, hein, j'en suis également victime. Je suppose tout le monde sur ce plateau, sans détester qui que ce soit, mais il faut que quelque chose soit fait, parce que tous on travaille avec Internet à longueur de journée, et s'il faut vivre ce type de calvaire, c'est un peu compliqué quand même. Bon, une fois que le coup de gueule a été digéré, on est un peu plus détendu. Oui, je pense que le message est passé une fois de plus parce qu'on n'a pas cessé de se plaindre. Tous les Camerounais se plaignent, tous les consommateurs se plaignent. Il faut bien que ceux qui doivent régler ce genre de choses se meuvent pour pouvoir nous plus des privilèges du monopole. Voilà. Ah, ouais. Voilà, le monopole. Oh, mais le monopole à 4 quand même. Un monopole à 4. 4. Compliqué, hein? Alors, révérend, depuis quelques jours, les hommes de Dieu, entre guillemets, font l'actualité. Vous faites les choux gras de la presse nationale et internationale. Est-ce que vous devez ou pas faire la politique? Est-ce que vous devez ou pas prendre position? Est-ce que les politiciens viennent à l'église faire le culte ou faire la messe? Nous, aujourd'hui, on est en train de questionner la relation qui doit exister entre le clergé. Bon, je ne vais pas dire le clergé parce que c'est chez ça stéréotype un tout petit peu l'église. J'allais dire les porteurs de la parole divine et les porteurs de la parole publique et politique que sont les hommes politiques. On a envie de se demander aujourd'hui, c'est quoi la relation qui vous lie? Rosalie... Est-ce que quelqu'un peut entrer chez le voisin ou pas?
C'est avec sourire que je me permets de répondre à cette première question. Parce que désormais, vous choisissez même les candidats et tout le reste. Du coup, ça la politique et la religion, quelle cohabitation? Ben, les deux ont toujours cohabité. Les deux sont contraints de cohabiter. Les deux sont contraints de marcher ensemble. Parce que c'est quoi la religion? La religion, c'est un discours qui est donné. C'est un enseignement. C'est une veille. C'est un mode de vie qui est inculqué aux ouailles, comme on dit, ainsi de suite. On va laisser un peu le spirituel pour dire nous aspirons à ceci, nous aspirons à cela. Je veux raisonner terre à terre. Pour dire que le politique comme le religieux, tous les deux participent pratiquement de la même activité qui est de discourir, qui est d'entretenir, qui est de rassembler, qui est de conduire, qui est d'épanouir. Alors, on ne peut pas parler de religion ou d'église sans se référer aux fondamentaux. Quelles sont les fonctions principales de l'église? Parce que je suis homme d'église. Bien sûr, bien sûr. C'est le sacerdoce, c'est la prophétie, c'est la pastorale. Quand je fais une figure avec l'image de Jésus-Christ, tel qu'il s'est présenté lui-même comme serviteur, il était quoi? Prêtre, prophète, mais surtout roi. Surtout roi. Ce qui nous ramène aux fondamentaux de l'église comme mission principale, qui sont l'enseignement, la sanctification et le gouvernement. Oui, l'église gouverne. Vous ne pouvez pas conduire un groupe de personnes sans prétendre ne pas gouverner. Vous gouvernez, ne serait-ce que tout pasteur gouverne le troupeau qu'il conduit. Ne serait-ce que ça. Donc, l'église gouverne. Maintenant, depuis les temps anciens, même quand nous lisons l'histoire de l'église, même dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, quand nous lisons, nous voyons très bien que les messagers de Dieu ont été les gouvernants de la cité. C'est eux qui gouvernent la cité. Les messagers de Dieu ont été les juges de la société. Et les messagers de Dieu ont contribué à la gouvernance avec ceux qui ont été installés par la suite. Encore que nous voyons même dans la Bible que c'est les messagers de Dieu qui concouraient à l'installation de celui qui devait gouverner, qui concouraient à la présentation de celui qui devait gouverner, et qui lui donnons même l'onction de gouverner. Donc du coup, nous voyons également que ceux qui gouvernaient avaient toujours recours aux messagers de Dieu comme conseil, pour les aider à gouverner. Donc, je préfère dire d'entrée de jeu qu'on ne peut pas pouvoir éloigner l'un de l'autre. Les deux vont ensemble et les deux doivent pouvoir cohabiter parce que les deux visent l'essence, l'épanouissement, le bien-être de l'homme, de l'individu. D'accord. On va sûrement comprendre tout à l'heure pourquoi ça ne marche pas désormais. Monsieur le maire Benoît Feu-Dieu, comment comprendre qu'une telle, ou à moins que vous ne partagiez pas sa lecture, je préfère d'abord prendre votre approche de cette cohabitation entre le politique et la religion aujourd'hui. Bon, moi je pense que même si on peut quand même reconnaître que la relation entre le politique et l'église, c'est une relation incestueuse, on peut quand même également dire que chacun a sa place. Si je prends le cas du Cameroun, et notre loi fondamentale est assez claire là-dessus, la laïcité, qui implique que la séparation de l'église et de l'État. Et ça fâche souvent un peu, juste parce que par moments, les hommes d'église, qui sont bien évidemment les citoyennes, prennent parfois position qu'on a de la peine à faire la différence entre la position du berger, du religieux qu'il est, et la position d'un citoyen. Et si je m'en tiens, n'est-ce pas, à l'actualité, vous voyez qu'on est un peu perdu dans certaines prises de position, qu'on a de la peine à le placer sur une prise de position du clergé ou encore du citoyen.
Et c'est pour ces raisons que lorsque je parle de ces prises de position, je vois beaucoup plus de citoyens qui est dans ses droits, qui peut, comme bien d'autres hommes politiques et d'autres hommes de la société civile, prennent position et disent ce qu'ils peuvent dire. Autant que ce qu'ils déclarent, on peut en quelque sorte dire, n'engage que et ceux qui le croient. Parce que lorsqu'on gère la cité, personne n'a le monopole de la gestion de la cité, personne n'est censé dire forcément donner sa méthode à l'autre. Chacun apprécie de sa façon. Chacun peut faire ce qu'il peut. Comme il a si bien essayé de dire, on a presque le même, c'est presque le même objectif, mais on ne peut pas mettre, on ne peut pas opposer les deux, on ne peut non plus mettre en comparaison les deux, parce que quoi que la mission soit rapprochée, c'est quand même deux missions distinctes. Lorsqu'on sait que l'un est là pour, n'est-ce pas, essayer de soigner les âmes, et que l'autre pour détruire les âmes. Non, l'autre ne me prêtez pas le mot. L'un est là pour soigner les âmes, et l'autre est là pour utiliser ces âmes, pour permettre à ces âmes-là, n'est-ce pas, de répondre aux attentes de la population. Donc, en fait, pour vous, ils sont complémentaires. Pour moi, ils sont complémentaires. Oui, et on ne doit pas avoir position. On ne doit pas les comparer. Ils sont juste complémentaires. Ils sont juste complémentaires. L'un a besoin de l'autre, mais que chacun reste dans le style qui dans l'accomplissement de sa mission, que chacun reste dans son rôle. Mais j'ai également dissocié avec la position d'un citoyen qui peut. Donc, en tant que citoyen, un prêtre peut dire ce qu'il pense, mais en tant que prêtre, il a l'obligation d'une certaine couloir. Voilà. Et citoyen, il revient et il peut prendre la parole comme tout citoyen. Et puis, en ce temps-là, nous répondons à la parole du citoyen en citoyen ou à la parole du politicien en politicien. D'où la complexité qui nous entraîne dans ce débat, monsieur le maire. Comment réussir à dissocier le prêtre du citoyen pour lui permettre de parler en tant que prêtre quand c'est important, et en tant que citoyen, c'est un peu compliqué. Est-ce que finalement la tunique de prêtre ne vient pas un tout petit peu couvrir celle des citoyens et qu'il faudrait faire un choix? Je vous permets d'avoir votre approche de cette cohabitation d'abord. Madame Guesseli, j'ai envie de vous demander quel est le vrai problème. Moi, je ne vois pas de problème. Que l'évêque citoyen ou évêque prenne une position sur les sphères de société me paraît normal. Je rappelle, ce qui parle à moi désormais. Le gouvernement a bien utilisé l'église catholique, pour ne pas la citer, pour traquer les UPCistes. En leur ça, il n'y avait aucun problème. Je ne vois pas quel est le problème. Parce que j'ai dit, vous avez rencontré une âme sans corps un jour. Parce que j'ai entendu que les gens soignent les âmes. Les autres s'occupent de ces âmes qui doivent manipuler autres. C'est même ça. Il n'y a pas d'âme sans corps. Heureusement qu'il a complété. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce que moi, je pense que... Moi, j'ai l'avantage d'avoir deux petits frères prêtres de l'église catholique romaine. Prêtres de Jésus, comme on dit habituellement. Lorsque le prêtre fait un sermon sur la téléphonie mobile, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu un prêtre faire le sermon sur les Kitoko, les King Arthur. Je n'ai pas entendu quelqu'un s'offusquer de ça. D'où vient-il que lorsque le prêtre pose les problèmes que nous posons tous les jours, c'est-à-dire les problèmes de malgouvernance, c'est le président de la République qui est au devant de la scène en matière de gouvernance. Les problèmes de mal-être, c'est le président de la République qui parle. Quel est le petit problème? Je n'ai pas vu Monseigneur X en train de chercher le pouvoir politique. Il faut faire la différence entre la politique politicienne et la politique. Il n'y a personne qui ne fasse pas la politique. Personne, ça n'existe pas. Donc, le débat qui a cours, c'est parce que ils ne sont plus... L'Église n'a plus fait ce qu'elle fait d'habitude. C'est-à-dire? Je me souviens encore l'année passée, au fait de l'inflation qui commençait à nous dépasser, tout le gouvernement s'est réuni en vol à la cathédrale, comment ça s'appelle? Marie-Reine à la basilique. Tout le gouvernement, sans exception, pour demander aux prêtres de prier pour le Cameroun. Mais on va prier quand on ne connaît pas les problèmes. La prière est d'abord une connexion entre le bon Dieu et celui qui prie.
Pour que le Cameroun fonctionne bien, le Cameroun a besoin de tous ses fils. Il n'y a pas longtemps, on disait l'école des écoliers, n'est-ce pas? La politique politicienne, n'est-ce pas? Comment fait-on lorsque le président doit arriver? On met qui en route? On met qui en route? Donc il faut arrêter ça. Moi je pense que le vrai problème, c'est comme on dit dans ma langue, le messager est juste porteur du message. Ne le tuez pas. Prenez le message. Est-ce que ce que les évêques ont dit est faux? En dehors de prendre position, c'est-à-dire pour moi dire qu'une candidature est inopportune ou pas, c'est pas un problème, c'est un avis. C'est une opinion. Paul Biya qui a dit que personne ne doit plus aller dans le maquis pour exprimer ses opinions, non? Quel est le problème? Le reste, le narratif, est ce qu'on vit tous les jours. Est-ce qu'on n'est pas dans la pauvreté? Est-ce que l'INS n'a pas dit qu'il y a 10 millions de Camerounais qui vont dessous le sol de la pauvreté? Quel est le problème? Dans la réalité, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où on pense que quand nous sommes d'accord, on questionne dans le sens du poil, il n'y a pas de problème. On ne fait pas attention à l'acteur. Mais dès lors qu'on commence à remonter le poids dans le sens inverse, le même acteur avec qui on a fonctionné hier devient un problème. Non. Non. Et moi, je voudrais dire, pour finir ce premier jet, j'ai lu et écouté le ministre de Garona. Ça, il faut le dire. Il m'a semblé très équilibré, contrairement à ce qu'on dit. Mais il faut le dire. Il m'a semblé très équilibré. Vous ne pouvez pas demander à un pasteur qui gouverne ces brebis, pour utiliser le langage de la Bible, de ne pas porter leur... C'est ça le problème. Qu'est-ce que le pasteur fait? Parce que la voix du pasteur porte. Justement. La voix du député porte. La voix du maire porte. La voix de Guessélé porte. La faute du pasteur, appelez ça évêque ou comme vous voulez, est-ce que la faute c'est d'avoir porté le message du peuple que lui aussi gère? Je rappelle qu'il vaut mieux avoir les pasteurs qui calment. Parce qu'en réalité, le pasteur nous fait rêver. C'est ça le problème. Hein? Il n'y a que les pasteurs pour nous faire rêver, pour nous faire croire à l'espérance. Lorsqu'on n'a plus espoir, on fait la limite de l'espérance. Il vaut mieux les avoir avec vous. Cette fois, ils vous ont décrit une société. Je pense qu'il faut prendre ça comme un manager. Que j'ai l'information. D'une bouche qu'on n'attendait pas. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle pour le dire. Ceux qui ont le droit en statut de réserve. On a vu le DGCN fait fâcher il n'y a pas longtemps. Prendre carrément part à un meeting de la DPC. Il faut le dire clairement. Pour dénoncer l'état de route. Je n'ai entendu pas, j'ai pas beaucoup entendu les mêmes gens demander au DG d'avoir le droit de réserve. Non. Donc je dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, on peut pas faire taire tout le monde. Il vaut mieux avoir un peuple dont vous connaissez les aspirations. Et vous trouvez les solutions. Quitte à dire que vraiment, je comprends, mais on n'a pas tous les moyens pour tout régler au même moment. Mais vouloir faire taire, y compris les évêques, ça devient un problème. Et heureusement, je pense que... J'ai cité Grégoire parce que j'estime que pour moi, pour le RDPC, il est l'une des bouches les plus autorisées. Et il m'a semblé équilibré, il a dit, vraiment, il n'y a pas un problème. Même si le prêtre peut aussi avoir des accès de colère, on peut comprendre. Parce que le pasteur qui a dit qu'il vaut mieux que le diable prenne d'abord, on va voir après. Je pense que c'est la colère. Parce que lorsque vous gérez, dans votre maison, lorsque vous avez des enfants qui ont fait de très bonnes études, qui continuent à habiter les chambres chez vous, un matin, vous finissez même par les gronder, vous oubliez que ces enfants sont des victimes. Vous oubliez ça. Donc, je pense au-delà de l'accès de colère de ce prêtre-là qui a parlé de façon colérique qu'on peut comprendre, je pense que les pasteurs sont dans leur rôle de description du narratif de ce que nous vivons tous les jours. Parce que leur voix, au moins, porte. Lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour que le pape vienne ici. Le pape, c'est qui? Ce n'est pas un évêque. Il y a deux ou trois fois. Et on a vu, vous savez ce que ça coûte au Cameroun de le faire au pape? Il ne faut donc pas qu'on revienne aujourd'hui sur des choses qui me semblent compréhensibles. L'Église est dans son rôle de transmettre aux gouvernants les souffrances du peuple. Maintenant, donner un avis personnel, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on confond volontairement l'Église à un évêque ou trois. La conférence épiscopale, c'est l'Église catholique romaine. Je ne sais pas comment le conseil de quoi des musulmans là. Lorsqu'ils vont prendre position de façon unanime, je pense que ce sera plus clair. Mais pour le moment, les évêques... On considère que c'est un individu. Non, les évêques qui ont pris position sont dans leur rôle. Oui. Parce qu'eux, au moins, ils peuvent... Je les écoute. La preuve, on en parle à la télé. Si moi je crie là dehors, on va dire que bon, le ciel il a bu. Mais un évêque, c'est vrai que j'ai entendu quelqu'un dire à la télé que l'évêque a bu. Non, quelqu'un l'a dit, vous savez, le RDPC ne lésine sur aucun moyen, l'évêque a bu. Moi je pense que c'est une information qui est donnée à charge pour le gouvernement d'en faire bon usage. C'est ça le plus important. Bon,
je ne vais pas dire que rien n'est impossible aussi, hein. Surtout que avec mes amis, on consomme souvent un peu de vin avec les prêtres. Donc tout est possible. Faut pas tout jeter dans une poubelle. Chacun aura son argument pour justifier ci ou ça. L'essentiel pour nous, c'est de comprendre cette cohabitation qui pourtant, au regard et à l'écoute, Majesté, des 3 précédents intervenants, c'est une obligation de cohabitation entre l'Église et la religion. Où est-ce que ça a donc raté? Pourquoi aujourd'hui on a des sorties épistolaires peut-être individuelles, mais qui impactent quand même le regard des uns et des autres, parce que chacun y va de son appréciation, mais c'est rarement qu'on a vu justement les hommes en soutane exploser de cette manière. Non, Jean Zoua, je n'ai pas dit jamais. C'est le français, c'est le français, on est d'accord. J'ai dit rarement, je n'ai pas dit jamais. Voilà, je crois qu'on est encore dans le français de Molière qu'on a emprunté pour venir se retrouver sur les plateaux à s'exercer à utiliser. Majesté, vous avez la parole. On a une situation aujourd'hui, on est dans une période très importante où tous les leaders, parce que moi je considère les hommes de Dieu comme des leaders également, qui devront chacun agir à son niveau pour pouvoir exister en 2025. Est-ce qu'on a le syndrome de la période électorale qui est en train de toucher tout le monde, où on en est encore au fonctionnement habituel? Écoutez, moi je ne vous suivrai pas, Rosalie, sur ce développement, vous interprétez. Vous avez le droit de prendre. Je me contente d'observer avec nous tous que nous sommes en plein dialogue démocratique. Absolument. Nous sommes en plein dialogue démocratique et je pense qu'il faut laisser à cette affaire-là la dimension d'un dialogue démocratique. La preuve, un évêque a parlé, un ministre de la République a répondu, les entrepreneurs de la société civile ont pris position ça et là. Je pense que nous sommes en plein au cœur du dialogue démocratique et il faut s'en tenir à cela. Je pense qu'il est dans l'intérêt de certains de dramatiser cette affaire plus que de normes. Il me semble qu'on ne peut pas faire un saut en arrière après avoir pris des franchises démocratiques, les libertés qui vont avec. On ne peut pas faire un saut en arrière. On ne peut que avancer et saluer que ce dialogue démocratique demeure citoyen. Jusque-là, il est citoyen. Les uns et les autres, parfois, décrochent leur position publique pour parler avec leur cœur. Quand Grégoire Ouona parle, il n'a pas signé secrétaire général adjoint du comité central. A dit Grégoire Ouona, c'est un individu qui répond avec la sensibilité du pouvoir à un autre individu avec la sensibilité de l'Église qui a parlé. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut ramener cette affaire. Cela étant dit, je pense que là c'est un commentaire personnel que j'ai tendance à faire en rejoignant la position défendue par M. le maire. Ce que j'aimerais dire, quand je rentre dans le plan de Dieu tel que le pasteur le connaît mieux que moi, si Dieu s'en était tenu à nous parler derrière le bûcher ardent, personne n'aurait discuté. Si ça en était tenu à s'incarner tout simplement, personne n'aurait discuté. S'il a eu le besoin, s'il a senti le besoin de venir vivre parmi nous, la parole, l'incarnation, le vivre parmi nous, c'est que la vie dans la cité a une complexité que parfois on perçoit de manière biaisée à partir de la lucarne de prince de l'église, parce que lorsque nous allons à l'église, nous, en général, nous laissons à l'entrée nos déterminismes politiques, déterminismes sociaux, pour prendre le cœur d'enfant que Jésus nous demande d'avoir quand nous sommes à l'église. De sorte que le clergé, le pasteur qui a en face de lui deux militants de partis qui se font la bagarre dans la rue, devant lui, il a des chrétiens. De sorte qu'il peut se laisser abuser par cette candeur apparente qui peut ensuite impacter sa perception de la réalité sociale. Je pense que, et c'est quelque chose que j'ai défendu déjà devant un ou deux dignitaires de l'église, le fait par exemple de former, ça se passe surtout chez les catholiques, le jeune homme va au séminaire, petit séminaire, grand séminaire, en général coupé de la société. Ils vivent un peu en enclos. Le jour où il est ordonné, on l'envoie prêtre dans un village enclavé là-bas où il part découvrir des réalités sociales parfois auxquelles il n'a pas été préparé. Parfois ça crée des chocs. Je récapitule. Je dis, pour l'affaire
que nous avons dans les bras, je pense qu'il faut la laisser dans le cadre d'un dialogue démocratique chaud, à la veille d'échéances politiques majeures. Et il est bon qu'ils prennent cette forme symbolique plutôt qu'une autre, que les Camerounais de tous les bords donnent leur avis. Le danger pour le pouvoir serait de prendre tous les avis réservés sur l'offre politique qui nous est faite aujourd'hui pour des coups et de vouloir y répondre par d'autres coups, au risque de provoquer un engrenage de coups qui va nous faire passer de la violence symbolique à la violence réelle. Il faut toute une ingénierie pour apprendre à répondre aux avis qui s'émettent sur une offre politique que nous sommes ensemble en commun à constater qu'elle comporte de nombreux motifs de frustration. La preuve, monsieur le maire a donné tout à l'heure l'exemple d'un dignitaire du pouvoir qui se plaignait ouvertement des routes en cérémonie publique. Ça veut dire que ce n'était pas un opposant, pas du tout. C'était un ministre de la République qui, en pleine cérémonie publique, a pris position pour dénoncer l'état des routes. Il n'est pas sorti du gouvernement pour autant, il n'a pas été fouetté. Je pense que le chef de l'État a fixé un cap. Il faudrait que nous puissions maturer ensemble notre fonctionnement pour que les propos frustrants qui peuvent venir de tous les horizons, ce qui plus est à la veille de l'élection, que ces propos ne soient pas dénaturés pour les transformer en source d'incandescence qu'elles ne sont pas. Il me semble qu'il s'agit des leviers du dialogue démocratique qui est nécessaire et préparatoire aux grandes échéances qui se préparent. Et que pour les frères qui sont dans les églises, qu'ils se souviennent toujours que Jésus a senti le besoin de venir vivre parmi nous. Parce que le vécu social réel est parfois difficile de ce qu'on perçoit dans les amphithéâtres lorsqu'on est enseignant, ce qu'on perçoit sur le prône quand on est prêtre, ou ce qu'on peut percevoir à partir d'autres tribunes d'observation. Voilà, si vous voulez, les premières observations que je peux faire sur cette affaire. Je trouve qu'on veut la dramatiser parce que justement ceux qui auraient dû la gérer à partir des franchises démocratiques qui sont supposées défendre et justifier, eux-mêmes ont tendance à la transformer en un levier d'embrouille. Or, c'est une opinion. Je suis sûr qu'il existe dans ce pays, c'est déjà arrivé, des clergés, des membres du clergé de très haut rang qui auraient pu répondre à leur homologue sur le même ton, avec les mêmes termes pour justifier le pouvoir, si le pouvoir avait bien voulu jouer de cette affaire-là, ou alors vraiment animer, comme on l'avait avec le ministre Owona Grégoire et quelques autres, donner simplement des arguments contraires, plutôt que d'envisager d'interpeller, d'interdire. Mais enfin, on parle dans quoi? On va pas mettre des moulinex partout au risque de sortir des acquis de la démocratie qui sont irréversibles. Paul Stéphane Mendouga, peut-être une affaire qui aurait pu passer inaperçue, mais sur laquelle on braque des projecteurs aujourd'hui, la rendant beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, puisque les prises de position, j'allais dire, les arguments, ils appellent ça quoi, les homélies. Les homélies, nous les vivons. Homélies, les sermons, voilà, nous les vivons dans les églises au quotidien. C'est pas la première fois qu'on appelle les fidèles à aller s'inscrire sur les listes électorales dans les églises. C'est pas la première fois qu'on appelle les citoyens à s'intéresser à la chose politique, à prier même pour respecter l'autorité. À respecter l'autorité. Est-ce que le ton peut-être employé par l'évêque a été mal interprété, ou peut-être, comme monsieur le maire le dit, il y a eu peu de colère quand même à l'intérieur? C'est un homme, on peut le lui concéder. Est-ce qu'il faudrait mettre autant de phare sur cette affaire qu'on le fait en ce moment, au point où on a l'impression qu'il y a une grosse bataille entre hommes politiques et hommes religieux qui profilent à l'horizon? Non, j'ai envie de dire que le RDPC a transformé un non-événement en événement. Parce qu'en réalité, ce n'était pas un événement jusqu'à ce que le RDPC transforme un fait banal à un fait politique de société majeur, ou à un fait de politique majeure. Vous avez l'impression que dans cette période de 2025, il y a quelque chose de banal encore au Cameroun? Je vais arriver. Oui. Je vais arriver. À cause de quoi, justement? Parce que ceux qui gouvernent actuellement se reprochent de quelque chose. Et quand vous reprochez de quelque chose, vous êtes frileux par rapport à tous ceux qui pourraient justement, j'ai envie de dire, porter ce qu'on vous reproche
au vu, au su de tout le monde. Parce qu'il faut noter que le Cameroun est dans une situation de paix négative depuis un certain moment, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que dans la paix, il y a la paix positive et la paix négative. Et la paix négative, généralement, c'est une situation sociale où il n'y a pas de guerre au sens propre du terme, mais les conditions de gouvernance posent les jalons de, j'ai envie de dire, d'une guerre civile qui peut être ouverte à tout moment. Un discours peut créer une guerre civile. L'augmentation du pain peut créer une guerre civile. Une coupure de l'électricité peut créer une guerre civile. Le manque d'eau peut créer une guerre civile. C'est dans cette situation qu'on est maintenant à cause de quoi? À cause des incuries de gouvernance qu'on décrit depuis. Et je vais avancer en disant que le feu Monon Diana disait que celui qui ne dénonce pas les tares est complice des tares. Si un évêque ne dénonce pas le mal qui sévit dans sa société, ça veut dire qu'il est complice. Parce qu'on voudrait que les hommes de Dieu parlent du paradis comme si la terre n'existait pas. C'est ce qu'on veut. On voudrait qu'ils parlent du paradis comme si la terre n'existait pas. Ça veut dire qu'on parle du paradis, on oublie que non, au Cameroun, il y a les problèmes d'électricité, il y a les problèmes d'eau. On parle de résurrection. Justement, il y a les problèmes de chômage, il y a les problèmes de... Non, ce sont des problèmes qu'il faut d'abord régler pour que l'âme puisse bien se porter, parce que les problèmes du corps ont un impact sur l'âme. Un minimum de bien-être est nécessaire pour la pratique de la vertu. Vous ne pouvez pas passer le temps à enseigner aux gens la vertu, alors que vous ne mettez pas les conditions pour qu'il y ait un minimum de bien-être pour que cette vertu-là soit pratiquée. C'est le problème de fond qui est posé. Et j'ai envie de dire que j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup d'experts, de professeurs dire des choses sur la laïcité qui m'ont laissé pantois. Parce que la laïcité a ses principes. Le premier principe, c'est que dans la laïcité, il y a la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions. Ça veut dire que dans la laïcité, on n'empêche pas à un individu, fût-il prêtre ou pasteur, de s'offusquer d'une situation, de manifester et d'exprimer sa conscience. Premier principe. Deuxième principe, c'est que, quelle que soit votre religion, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est le deuxième principe de la laïcité. Et le troisième principe, c'est que il y a une séparation nette entre les institutions religieuses et les institutions politiques. Donc vous voyez que dans les principes de la laïcité, il n'est interdit nulle part à un prêtre ou à un pasteur de donner son opinion. Et parce qu'il y a une très grosse confusion, il ne faut pas confondre la politique et le politique. La politique, c'est chercher à conquérir, conserver et pérenniser le pouvoir, ce que les hommes de Dieu ne font pas. Ils ne font pas la politique. Mais ils ont le droit de parler du politique, qui a pour mission justement de poser les jalons d'une gestion saine de la cité qui vont permettre que l'homme qui est psychosomatique puisse s'épanouir sur le plan humain, et l'épanouissement humain va permettre justement que l'âme soit également épanouie. Donc, ils ont l'obligation de s'intéresser aux politiques, de dire que, cher monsieur, ici, ça ne fonctionne pas. Voilà ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et je vais sortir en disant que les évêques ont simplement donné leur point de vue sur une offre politique, en disant qu'à partir de leur observation, ils constatent que l'offre politique qui est proposée depuis un certain moment n'arrive pas à résoudre les problèmes. En conséquence, il faudrait qu'on ait une offre politique qui pourrait justement solutionner les problèmes que nous décrions chaque jour. Donc moi je pense que, au lieu de, j'ai envie de dire, de transformer ce non-événement en événement, ce que le parti au pouvoir aurait pu faire, c'est capitaliser par rapport à l'information, comme M. le maire l'a dit, et réajuster l'offre politique. Parce que ça peut être que l'offre politique du renouveau est désuète. Ça peut être que le libéralisme communautaire ne correspond plus aux réalités des Camerounais. Ça peut être la mise en œuvre qui est complètement décalée. Justement, donc, ils auraient simplement dû se poser des questions sur comment faire pour apporter les solutions aux problèmes des Camerounais, qui deviennent des solutions en réalité qui commencent à déranger. Et je vais sortir simplement en disant que moi j'ai observé la sortie des hommes politiques et même des militants du RDPC après la sortie de ces évêques. Vous allez vous rendre compte que depuis la sortie du ministre Grégoire Ouona, ils se sont un peu assagis. Non, c'est la vérité. Depuis la sortie du ministre Grégoire Ouona, ils se sont un peu assagis parce que ça allait dans tous les sens par rapport à ces militants, et je me suis demandé, bon Dieu, mais ces gens pensent que les hommes de Dieu ne sont pas des citoyens. Ils sont d'abord des citoyens. Et je vais sortir avec cette citation de Ruben Oumniobe qui disait, tout est politique dans la vie. Tout est politique.
La religion même est politique. Absolument. Je dis la religion même est politique. Parce que pour que la religion se porte bien, il faudrait que le politique se porte bien. Et pour que la religion fonctionne à merveille, il faudrait que le politique prenne des décisions, c'est-à-dire des politiques publiques qui vont faciliter le travail des hommes de Dieu. Imaginez-vous que le politique passe le temps à prendre des décisions qui, j'ai envie de dire, n'améliorent pas les conditions de vie des citoyens dans une société. Mais j'ai envie de vous dire que ce serait un travail perdu pour les pasteurs de continuer à façonner les âmes. Parce que vous n'allez pas continuer à dire à quelqu'un qui n'arrive pas à manger de ne pas voler, il va te dire que je fais alors comment pour manger. Vous n'allez pas dire à un individu, par exemple, qui n'arrive pas à se laver de ne pas. Vous voyez que les deux sont complémentaires. Et parce qu'ils sont complémentaires, je pense que les hommes de Dieu ont le droit de donner leur avis, parce que ce n'est qu'un avis, sur les offres politiques qui doivent être données dans la cité où ils exercent leur pastorat, parce qu'à la fin, ce sont les mêmes hommes qu'ils sont censés, j'ai envie de dire, encadrer, parce que, contrairement à ce que les gens disent, et je sors définitivement par là... C'est ce que j'allais vous dire, monsieur Menouga, que vous êtes sorti. J'ai trop à dire. 5 fois depuis la porte principale. L'église... C'est que vous l'avez pas Vous sortez par la fenêtre et puis vous rentrez par la porte. L'église fait partie des appareils idéologiques de l'État. Ça veut dire que l'État ne peut même pas fonctionner sans l'église. Parce que l'État se sert de l'église pour inculquer son idéologie même, sa façon de fonctionner, sa vision de la société. Donc vous voyez qu'il est inutile de tirer sur l'église. Il faut simplement s'approcher de l'église et demander à l'église que, par rapport à la gestion de notre cité, vous voyez que qu'est-ce qu'il y a à faire pour que les conditions de vie des Camerounais soient améliorées. Simplement. On adhère ou on rajoute quelque chose? Ben, je vais juste appuyer ce que mes consultants ont dit, notamment à Sa Majesté Stéphane, mon jeune frère, pour dire que lorsqu'on regarde même les 10 commandements que nous avons tous suivis et que nous continuons à suivre, à quoi concourent les 10 commandements? Si ce n'est la cohabitation, le vivre ensemble, le bien-être collectif dans la cité. Et c'est ça le devoir du pasteur que je suis, de continuer à pointer le doigt dessus pour que ce soit bien compris par tous les citoyens, afin que dans la cité, nous puissions vivre en paix. Lorsqu'on regarde le résumé de Jésus-Christ sur tout ce qui a été édifié comme loi, encore que la Bible dit que la loi est venue comme pédagogue. C'est-à-dire que pour nous montrer comment est-ce qu'on doit vivre ensemble afin que dans notre vécu collectif, nous puissions glorifier Dieu. Et Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors, il faut bien pouvoir supporter que le prochain te dise, lorsque ça ne va pas bien, que ça ne va pas bien. Que lorsqu'il a mal, qu'il te dise qu'il a mal, pour que tu lui prêtes ton concours pour le secourir là où il a mal, pour l'aider à se bien se porter. Si tu ne peux pas accepter qu'il te dise que j'ai mal, mais tu ne l'aimes pas. Non. On rajoute? Non, je vais juste ajouter en rétablissant une petite vérité qu'on survole sur ce plateau, apparemment. Première chose, ni le gouvernement, ni le RDPC n'a jamais dit que on ne pouvait pas s'exprimer. Personne ne l'a dit. On n'a même pas dit que l'évêque ou le citoyen ne pouvait pas donner son avis sur une situation donnée. Et c'est pour cette raison que même à mon premier jet ici, j'ai dit la difficulté qu'on en a parfois sur la prise de parole, c'est de pouvoir dissocier le citoyen de l'évêque qui peut prendre la parole au nom du clergé. Ouais. J'ai dit cela. En fait, l'individu de l'autorité. Et de l'autorité. Et moi, je le dis, j'ai entendu ici que c'est le RDPC qui a rendu ce qui est petit grand. Je voudrais dire à Stéphane qu'il a juste eu peur de dire, parce que l'une des personnes qui ont amplifié cette situation, ou encore du corps qui a amplifié la situation, est tout près de lui.
C'est la presse qui a amplifié, c'est pas le RDPC. C'est pas le RDPC. Et nous aussi d'ailleurs en train d'amplifier. Nous assumons nos haut-parleurs. Alors donc, le RDPC n'a même pas de télévision, n'a même pas de radio. C'est la presse qui a organisé son affaire et le RDPC est venu dire ce qu'il pense. Et même dans ce que le RDPC pense, je vais encore rappeler ici. Quand on ne comprend pas bien le RDPC s'est appesanti sur juste un mot, un point. C'est-à-dire la critique de l'éventualité de son candidat. Le RDPC n'est pas entré dans la prise de parole de ceux qui ont critiqué la gouvernance. Ils ont même fait fi de celui qui a convoqué le diable, qui est la chose la plus chassée à l'église, poursuivie à l'église. Le RDP ne s'est pas intéressé de ça. Le RDPC, nous connaissons que c'est une métaphore. Non, ne m'expliquez pas. Il ne faudrait pas non plus appeler qu'il a convoqué le diable. Je dis ceci. Même la métaphore a une certaine morale lorsqu'on l'applique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi pour faire la métaphore. C'est-à-dire, laissons même le sujet là. Nous avons dit que on n'a même pas besoin de l'évoquer parce que si vous l'évoquez en disant qu'il a convoqué le diable, vous êtes également dans l'erreur parce que c'est une figure de style. Non, je dis bien, je ne suis pas dans la figure de style, j'ai suivi diable. Lui, il est dans la métaphore. Mais moi, je dis, vu sa posture, convoquer le diable pour une métaphore, c'est trop fort. On a dit c'est la colère et on est passé. Nous avons même dit, nous ne jugeons personne. Je disais tout simplement que le RDPC s'est intéressé sur le fait qu'un évêque a dit que son candidat ne doit pas être candidat. C'est de bonne candidature est improbable. Non, il ne l'a pas dit. Irréaliste. Non, oui. Non, il ne l'a pas dit. Non, il a dit. Il a dit c'est une candidature. Il faut dire ce qu'il a dit. Non, oui, dites en une seconde, je vous laisse. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, je pense que, Madame Guessou, en attendant, je préfère continuer avec que le spécialiste de la parole de l'évêque puisse prendre parole. Mais moi, je dis, quand nous avons donc suivi que la candidature de notre champion est irréaliste. Et c'est surtout sur ça que le RDPC a passé le temps à dire, mais comment? Pourquoi choisir que notre candidat pour essayer d'influencer, n'est-ce pas, les autres sur, n'est-ce pas, sur les choix qu'ils peuvent faire? Parce que pour nous, c'est une influence. Mais nous n'avons jamais trouvé un problème sur la prise de parole, encore moins que je vais le dire. Nous ne faisons que dire les évêques, disons certains évêques, parce que jusqu'à présent, on a soit 3 évêques. C'est peut-être à la sortie de la conférence épiscopale que nous pourrons avoir, s'ils le veulent, une position des évêques. Ou de l'église. Oui, ou de l'église. Jusqu'à présent, l'église catholique entretient encore de très bonnes relations avec notre pays. Il y a quelques jours, c'est le mois passé, en novembre, que l'église catholique fait célébrer, n'est-ce pas, les 10 ans de relations. Oui. Donc, de l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Cameroun. Et à la sortie, le secrétaire aux affaires extérieures, si vous avez suivi, n'est-ce pas, la télévision, apprécier le tact qu'il a noté sur notre président de la République. Il n'y avait aucun problème à ce moment-là. Il n'y avait pas. Nous pourrons même dire que c'était le représentant du peuple donc, qui s'exprimait. Maintenant, c'est pour cette raison que j'ai dit aujourd'hui, je ne trouve même pas la qualité de commenter trop sur, n'est-ce pas, les sorties des autres évêques ou des individus. Encore moins que ça avec le temps. Mais nous avons dit, toutes les sorties, le RDPC prend en compte, autant que les autres acteurs politiques prennent aussi en compte. Mais c'est de croire que c'est le RDPC qui s'est agité. Non, c'est les médias qui nous ont invités sur la scène. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai encore invité. C'est ce que je voulais ajouter. C'est moi, je vous ai dit d'ajouter. C'est pour ça que je supplie d'ajouter. Après mon ami Fedjo, je voulais lui dire que je peux comprendre le contexte et les acteurs. Parce que le problème, je suis sûr que ce monseigneur Jean Barga avait dit exactement la même chose sur Cléda. Ça aurait pu être pris autrement. Mais lorsqu'on est Cléda, spirituel de Toumi, et quand on sait les rapports que certains médecins du RDPC avaient avec Toumi, contrairement au chef de l'État qu'il a reçu toujours. Parce que malheureusement, la question que j'ai posée à mes amis du RDPC toujours, c'est que si le président finissait par recevoir les évêques pour leur demander, parce qu'il est possible que ce que les évêques ont dit intéresse le président et qu'il leur demande ce qu'il propose, s'il le recevait. Non, il reçoit toujours. Non, attendez, qu'est-ce qui se passerait?
Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura l'église pour les hommes d'église, la politique pour les hommes politiques? Bon, jusqu'ici, personne n'a également dit cela sur ce plateau. Non, je dis, on n'a pas séparé. Maintenant, quant au fait que le pasteur dise une position, qui dise qu'une candidature est irréaliste, c'est le terme. Ne veut pas dire qu'il n'est pas... Il n'a aucun pouvoir pour que cette candidature n'existe pas. Non, monsieur le maire. Non, aucun pouvoir. C'est un leader. Non. C'est un leader. Écoutez-moi, chaque jour sur le plateau de télévision, les gens disent pire que ça. Oui. Pire que ça. Ouais. Les gens s'attaquent à la vie privée, même d'ailleurs. Oui. Je n'ai pas entendu quelqu'un s'offusquer de ça. Lorsqu'un pasteur vous dit une candidature est irréaliste, vous savez pourquoi? Chez les pasteurs, à un moment donné, on arrête, quelle que soit votre qualité, quelle que soit votre connaissance, vous arrêtez. C'est ça l'irréalisme. Si tu étais vraiment son représentant, je retoquerais directement pour te demander pourquoi quelque part. Je peux finir. Chuté. Merci beaucoup. Donc j'ai dit. Pourquoi quelque part? Prenez ça comme Quel continue? Parce que dans tous les cas, même un pasteur, ça ne tient pas. si vous êtes dans la même paroisse pendant 60 ans, non, il faut qu'on soit honnête. Hein. Parlons comme on était. C'est pas la politique absolument. À un moment donné, les gens se fatiguent de vous voir. Il n'y a que l'église presbytérienne où on marie, on épouse les pasteurs, mais chez les catholiques, il y a constamment. La politique est dynamique. Et c'est on veut que la dynamique à ce niveau. Non. Le président a parlé le 31. Monsieur le maire, la motion de 30 secondes, c'est... Oui, si on a bien écouté le président, hein, moi je pense que le président a été clair, il a été suffisamment humble pour reconnaître que la gouvernance, tous les secteurs, il a pris quelques, mais il a dit tous les secteurs, il y a des problèmes. Ce n'est que dans son prolongement. Parce que mais ce qu'il a dit, j'ai fini par là, il a dit que c'est lui qui est responsable. En résumé, hein, le gouvernement travaille sur sa coordination, sur les instructions. C'est-à-dire qu'en réalité, oublions les membres du gouvernement, c'est lui le responsable. L'évêque lui demande seulement de poser des actes. D'accord. Tout comme nous. Donc c'est un problème qui me semble, ça devrait passer depuis, mais ça continue à faire mal, au point où on est dans l'analyse syntaxielle des mots de l'évêque, ça ne sert à rien. D'accord. Majesté, j'ai lu mes messages ou vous rajoutez également quelque chose? D'accord. Waouh, heureuse année à ton illustre panel, le Nkunkuma, mon camarade de lycée et grand voisin du côté de Ngorada. Monsieur le maire, métronome panélistron, enfant le tigre de Nkomtou, qui sûrement va dévorer le lion bénois du rassemblement des destructeurs. Le pasteur Paco, différent de Sango Pasto de la confrérie de Tinga, un coup de gueule en ce début d'année, ouais. L'église catholique serait-elle en train de cracher dans ce bol de vin de messe qu'elle consomme avec une cassette de politicatron? Sommes-nous en train de vivre le résultat des alliances précaires digestives? Ce régime que l'on critique a toujours été le bienfaiteur au travers des hauts dignitaires du rassemblement des destructeurs qui assurent le contrôle des affaires économiques dans le conseil paroissial. Un autre sacrement est celui des fins de messe où en période de tristesse, nous voyons des évêques présider l'enterrement des riches comme en joie dans les résidences cossues. Malheureusement, chez les pauvres concitoyens, on envoie les catéchistes du coin. Je n'oublie pas les dérives des espérances en Afrique du fait de la complicité des grands hommes d'église à décliner de grandes têtes comme le Mvangboulaga Ménard et autres têtes pensantes. Aujourd'hui, j'apprécie la colère des évêques à tuer les esprits toxiques. C'est Thomas Massok qui réagit ce soir. Bonsoir, salut et bonne année. Est-ce que le papa part à la retraite? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il y a un papa noir? Un pape. Un pape. Ils ont participé à l'esclavage et à la colonisation et tous ceux qui combattent ont été formés par eux. Tous nos terrains sont entre leurs mains, ces gens des églises-là, qui laissent Paul Biya tranquille. Moïse qui nous écrit depuis Fumban ce soir. Bonsoir madame, ravi de vous retrouver à Camdis par hasard. Heureux de vous suivre, beaucoup de courage. C'est Maliki qui écrit depuis Yaoundé. Maliki, tu passes le message à tous les voisins. Je dis que désormais c'est sur Camdis Télévision, le Rantoufou. Bonsoir Madame Rosalie à ton panel. La relation entre la politique et la religion est complexe et dépend du contexte culturel et historique. Dans certains cas, la religion peut jouer un rôle important dans la formation des identités politiques et dans l'influence des décisions politiques, en suscitant des débats passionnés et des discussions approfondies. Cependant, cette relation peut également être source de tensions et de conflits qui peuvent nécessiter une gestion prudente et une communication efficace. La cohabitation
cohabitation entre les différentes religions peut être fragile et tendue, en raison des différences culturelles et théologiques qui les séparent. Les affiliations religieuses sont souvent liées aux identités ethniques et culturelles, ce qui peut conduire à des tensions et des conflits qui peuvent être atténués par des initiatives de dialogue et de coopération. Mon frère, quand on vous dit même un message, very short message, quand tu écris jusqu'à j'ouvre, ça s'ouvre, j'ouvre, je parle pas la chute. En résumé, la cohabitation entre la politique et la religion est complexe et nécessite une grande dose de tolérance, de respect et de dialogue pour maintenir la stabilité et la paix. C'est Man Vogefa d'Okwa Maria qui nous écrit ce soir. S'il te plaît, envoie-moi souvent des messages. Cool. Pas la Bible. Bonsoir Kamdi. Si le président Biya pouvait écouter M. Menouga, il poserait chapeau Menouga. Abdul Rachid depuis Port-Gentil au Gabon. Bonsoir la reine du micro et bonne heureuse année à toi et à la team de panélistes. À mon avis, ces prélats ont le droit de donner leurs opinions face à la malgouvernance de notre pays. Les signaux sont plus rouges qu'à l'orange avec leurs multiples sorties. Que ces prélats continuent dans la même lancée quand vous êtes encore à la réunion à Boyala. Non, les Camerounais comptent encore sur vous. Belle analyse de monsieur le maire, le Ben Nyek, bravo à lui. Que monsieur Benoît Fedje, excusez les Camerounais. Avec ces propos, nous sommes déjà fatigués. On doit les sanctionner s'ils ne veulent pas nous écouter. Bonne émission à vous. Et loué depuis Ezeka, qui vous demande d'ouvrir grandement les oreilles et d'écouter le peuple qui parle. Ils ont besoin que vous les écoutiez. J'espère que le message passe et qu'on ouvre les oreilles. C'est important. Heureuse et merveilleuse année à vous et à votre panel. Dites-moi si vous êtes convaincus que c'est la sortie des prélats qui suscite la prise de conscience des Camerounais qui se ruent vers les inscriptions. Non. Il renforce juste ce que nous prendrons notre destin désormais en main. C'est Lumumba, PCRN depuis Kribi. Bon, voilà. C'est pas un point de vue. Allez, une légère transition et on revient pour la suite. Avant de poursuivre, il y en a qui font des clignotants. Céline s'exprime. Cette thématique est pertinente. Les avis des uns et des autres vous nous ont édifiés. Rosalie Gesselin, M. Menouga est un panéliste de qualité que vous deviez souvent inviter, tout comme M. Nyek. Voilà Flore Florézy qui dit que M. Menouga est très inspiré ce soir. Voilà même la hausse des prix sur le marché peut causer les tensions aussi. Donc, elle rajoute une raison qui peut également être source de tension pour les Camerounais, raison de plus pour dire éviter d'allumer une autre mèche qui pourrait venir amplifier la tension qui sévit déjà au sein de la société. On a besoin vraiment de préserver cette paix négative, comme vous l'avez appelé, M. Menouga, tant qu'elle n'est pas explosive, nous on a besoin de la préserver, cette paix. Donc il faudrait que chacun mette un peu d'eau dans son vin et qu'on évite d'accentuer ce qui n'a pas besoin de l'être. C'est très important. On va parler justement de ces institutions qui semblent aujourd'hui foulées aux pieds par beaucoup de Camerounais et c'est très important. On a tendance aujourd'hui, Monsieur Paul Stéphane Menouga, j'ouvre cette analyse avec vous, à superposer les individus au poste qu'ils occupent et malheureusement ça pousse les uns et les autres à oublier qu'ils ne sont pas obligés d'aimer ceux qui sont à ces postes-là, mais sont obligés de respecter les institutions que ces personnes représentent. Ça fait qu'on a une société, je ne vais pas dire un peu perdue, mais qui semble être un peu embrouillée entre les deux rôles, les deux images, la personne et l'institution. Aujourd'hui, on a envie de mettre les pieds en plein dans le plat pour comprendre déjà pourquoi on n'arrive plus à respecter ces institutions-là afin de trouver des solutions pour que tout rentre dans l'ordre. On en a besoin aussi. Non, pour comprendre ce problème, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une institution. Oui. Parce que les institutions sont des instruments qui sont mis en place dans une société pour réguler la société. Oui. Et il faut savoir qu'il y a deux types d'institutions. Il y a les institutions normatives, c'est-à-dire les lois, et les institutions organiques. Et maintenant, vous allez donc vous rendre compte que pour le cas d'espèce, le véritable problème, c'est parce que au lieu que l'institution joue son rôle
ou alors régule la société, l'institution se met à déréguler la société. C'est l'impression que vous avez. C'est l'impression qui semble être une réalité. Si on prend le cas par exemple de la justice au Cameroun, qui au lieu de rendre justice rend plutôt service, parce que la justice au Cameroun rend service aux plus offrants. Parce que si vous prenez même les 10 derniers rapports de la CONAC, la justice est toujours classée parmi les 3 ou les 5 institutions les plus corrompues du Cameroun. Et c'est très grave dans un pays. Quand l'institution qui est censée rendre justice rend l'injustice. C'est très grave. Donc, quand l'institution, au lieu de réguler, dérégule, on a tendance à penser que c'est l'individu qui incarne l'institution qui est la cause de la dérégulation. Du coup, on identifie donc l'institution à l'individu parce que une institution a pour finalité de rendre service à tout le monde sans distinction de sa religion, de son sexe, de son appartenance à un parti politique, de sa taille, de sa couleur et je ne sais plus trop quoi. Mais quand vous scrutez donc par exemple nos institutions, est-ce que vous avez l'impression que nos institutions généralement sont neutres? Qu'on soit quand même sérieux. Est-ce que vous avez l'impression que nos institutions sont neutres? Ce que je dis de la justice peut être vrai de plusieurs institutions. Ça peut être vrai de la police. Quand vous prenez la police, par exemple, vous allez vous rendre compte que parfois, au lieu de faire des contrôles, ils préfèrent prendre des bacs chiches. On voit des contrôles qui, au lieu de demander les papiers aux chauffeurs, ils demandent de l'argent. Ça veut dire que l'institution ne joue plus son rôle. Parce que la finalité d'une institution, c'est de résoudre un problème sociétal. Ça veut dire que si on a créé la justice, c'est pour résoudre les problèmes d'injustice. Et alors, si l'injustice continue de perdurer, on doit fermer cette institution. C'est la même chose, par exemple, avec le Sénat, parce que vous allez vous rendre compte qu'aucune institution n'échappe. Si on a créé le Sénat, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pour que la décentralisation soit accélérée. Parce que le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Le Sénat a le pouvoir de modifier les lois, en ce qui concerne la décentralisation, de veiller à ce qu'elle soit appliquée. Ça veut dire que si on ne peut pas accélérer la décentralisation avec le Sénat, mais autant mieux fermer le Sénat. C'est ça le véritable problème du Cameroun aujourd'hui, c'est qu'on est dans une gesticulation institutionnelle où on crée des institutions en emploi infini, mais qui ne jouent pas un rôle, celui de satisfaire l'intérêt général. On a donc l'impression que l'institution au Cameroun satisfait l'intérêt particulier et on identifie donc l'institution à l'individu qui l'incarne. Justement. Et c'est tout le problème, monsieur le maire. C'est justement ce qu'il faut trouver un moyen de nettoyer de l'esprit des uns et des autres. Lorsqu'on nomme monsieur le maire à un poste important où il assume une fonction institutionnelle, même si monsieur le maire, c'est monsieur le maire, on ne va pas attendre et dire non, comme son caractère, on l'a souvent vu parler à la télé, il est comme si, peu importe les actes qu'il va poser en tant qu'institution, on superpose. Du coup, on se retrouve avec les scènes que nous avons dans le pays au quotidien où on compare des institutions aux individus. Et ça va dans tous les sens. Et monsieur Menouga vient de faire une peinture assez claire de ce qui justifie le débat de ce soir. Je vais ajouter à la suite de monsieur Menouga. Est-ce que vous avez rencontré une âme sans corps? Dites-moi, si un jour vous avez rencontré une âme errante, ça n'existe pas. Ah, les sorciers, voilà. Ah non, je suis désolé. Je suis désolé. Vous faites comme si les institutions ne sont pas incarnées par les hommes. Lorsqu'on parle du respect au RDPC, on dit et des hommes qui les incarnent. C'est ça la dualité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dissocier l'institution des hommes qui les incarnent. Et le problème, effectivement, c'est les hommes. Je vous prends le cas de la justice. Lorsque la justice a pris une décision qui n'est pas appliquée par le gouvernement, comment voulez-vous que les gens continuent à croire au gouvernement? Comment voulez-vous qu'on continue à croire à la justice qui, quelquefois, rend des décisions justes, mais dont l'application est impossible? Donc, il n'y a pas d'institution sans hommes. Vous n'allez pas séparer ça, vous faites comme s'il y a des institutions qui ne sont pas habitées. Non. Et le problème, c'est les hommes. Dans un pays où on ne croit plus à aucun homme. Vous imaginez, il n'y a pas longtemps ici, on a eu un débat sur les hautes institutions de chef de l'État. On débattait ça. Hein? C'est très grave. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive à ne plus croire absolument à ce que le représentant du chef de l'État vous dit. Le chef de l'État me demande de vous dire que vous émettez des doutes. C'est très grave. On est arrivé au niveau, la société camerounaise est... On doute de tout le monde, on doute... On doute.
On doute. On soupçonne tout le monde. Il y a ça. Ouais. Que les hommes qui incarnent les institutions n'ont plus la confiance des citoyens. Il faut le dire. C'est le moins qu'on puisse d'ailleurs dire. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez mis trop long au même endroit, vous finissez par vous confondre à l'institution. Et la haine qu'on a vis-à-vis de vous, on superpose, c'est ça le problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui doit être... Il faut adresser la problématique. Comment faire pour que les Camerounais continuent à croire aux institutions malgré la haine, parce que c'est ça que les questions qu'ils ont pour certains individus. Tout à fait. Parce qu'on arrive à ce niveau-là. Et tant qu'on n'aura pas posé ce problème de cette façon-là, qu'on a l'impression que lorsque je ne suis pas d'accord avec une vision de justice, je méprise la justice comme institution. Non. Lorsqu'un ministre pose un acte injuste, comment je peux continuer à croire au ministère? Je fais comment? Le ministère n'agit pas seul. Aucune institution nous a fait du mal, aucune. Mais ceux qui les incarnent nous font du mal tous les jours. Voilà. Comment vous allez vous séparer de ça? Vous ne pouvez pas diviser. Donc, il faut qu'on finisse par nous dire la vérité. Et là, je ne sais pas si on va encore faire appel aux évêques, parce que ce qu'on dit ici, c'est là plus encore lorsque les évêques vont en parler. D'accord. Monsieur le maire Benoît Fedieu, il pose une question. Comment réussir à dissocier les deux? À défaut, comment permettre une cohabitation entre une institution qu'on doit obligatoirement respecter, ce n'est pas un débat, et un individu qui est nommé, ou une personne qui est nommée à la tête de cette institution et qui peut avoir des ennemis, qui peut avoir des adversaires. Qui pose des actes injustes. Madame Gresselé. Qui peut avoir, vous ne prêtez pas des mots non plus, monsieur le maire. Oui, madame Gresselé, voilà, je vais commencer d'abord par rappeler que je vais choisir mon angle. Choisissez. Ça ne sera pas leur Non, angle. vous avez le droit. Parce que dans le respect des institutions, Ouais. ils ont choisi l'angle de non-respect des institutions. Voilà. Oui, Moi, justement. je préfère... Ils sont en train d'expliquer pourquoi on ne respecte pas. On ne respecte pas. Et pourtant, alors je que ne voudrais pense pas comme que ça, ce soit ça vos attentes. Voilà. Merci Le de l'avoir respect des compris. institutions est fondamental dans une société démocratique. Respecter les institutions, c'est aussi respecter, comme ils l'ont si bien dit, ce qui les incarne. C'est reconnaître l'autorité des institutions. C'est de reconnaître leur légitimité. C'est de collaborer avec les institutions pour réguler la société. Parce que vous avez bien fait de ne juger que ce qui les incarne, qui posent des actes qui ne vous sied pas, mais vous n'avez pas vu ce que vous faites dans la non-collaboration avec ces autorités. Donc moi je dis, nous ne pouvons pas nous appesantir uniquement sur le non-respect, pourquoi on ne doit pas respecter. Non, je reste dans pourquoi on doit respecter. Quelquefois. Je reste dans pourquoi on doit respecter. On doit respecter les institutions parce que sans les institutions... C'est justement pourquoi on est en débat. Oui, on doit choisir de respecter. Je voudrais dire ici que si vous n'avez pas déjà en tête le respect des institutions, c'est que vous ne pouvez pas les respecter. Il faut d'abord avoir en tête que je dois respecter l'institution. Je ne dois faillir que en cas de force majeure. C'est-à-dire faillir. La faillite ici, là, c'est le non-respect. Parce que tant qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de société. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez créer une société sans institution. Mais dans le respect, et je voudrais dire, qu'est-ce que tu mets dans le respect? Moi, je crois que je me suis suffisamment expliqué ici. Non, le respect, c'est reconnaître l'autorité des institutions. C'est respecter à travers ce qui les incarne. Ah, donc respecter, c'est respecter leurs décisions. Écoutez, c'est clair et net, c'est respecter les décisions de ces autorités. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas, vous ne les respectez pas. Bon, maintenant, vous m'avez l'impression de respecter. Maintenant, entrer dans la corruption et de la façon malsaine de mener les missions qui sont les leurs, je me dis, c'est un autre débat. Parce que si je m'en vais vers une autorité, je vais d'abord mettre en avant la considération, l'estime de cette autorité. Parce que je vais d'abord croire en ce qu'il fait. Avant d'y arriver maintenant sur des dérapages qui seront, n'est-ce pas, qui ont aussi un autre cadre pour régler. Donc, les autorités, les institutions dans un pays, on ne choisit pas les respecter ou ne pas les respecter. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas contester, mais contester n'est pas la défiance. La contestation tient lieu sur les éléments de contestation et cela respecte un canevas
aussi pour pouvoir faire cette contestation. Et là, c'est différent. Mais si vous partez du coup dans, n'est-ce pas, l'esprit de ne pas respecter, parce que la barre, il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, parce que la barre, il détourne, parce que la barre, il y a la corruption. Non, c'est que vous n'êtes plus dans le respect des institutions. Vous êtes plutôt dans la lutte contre la corruption. Vous êtes plutôt dans le jugement qui est accordé à l'autre. C'est abusant ce que tu dis. Non, mais il faut le dire. Vous ne pouvez pas venir dans une république et vous commencez tout simplement à dire on a une république, on ne peut plus respecter les institutions. Non, c'est vague. Et aussi bien dit que ce n'est pas tout ce qui incarne les institutions, même si nous prenons le cas de notre pays, ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans le bateau où vous avez classé toutes les autorités ou toutes les institutions. Alors comment vous allez donc dire à un enfant à la maison comment faire le tri pour savoir ce qu'il doit respecter et d'autres qui ne doit pas respecter. Donc en un mot, on se doit au respect des institutions. Ça, c'est d'abord... C'est la base. C'est la base. Révérend Paco, et c'est justement pourquoi j'ai mis ce sujet sur la table, parce que j'ai noté un bâtiment, le non-respect donne l'impression que c'est ce qui est devenu la norme et que le respect devient la particularité. C'est très dangereux pour notre société. Au-delà d'aimer ou de ne pas aimer, d'être en colère ou pas, il faut également éduquer ceux qui nous écoutent, quitte à être, comme monsieur le maire, touché ou mordu par un représentant d'une institution et après se mettre en révolte. À la base, il faudrait d'abord qu'on apprenne aux uns et aux autres à respecter les institutions. Maintenant, à la suite, selon le vécu de chacun, on peut comprendre des colères, mais ce n'est pas ce qui doit justifier ce que nous vivons par moment aujourd'hui. Rosalie, il va de soi qu'on doit respecter les institutions. Et dans l'expression de mes précédents co-discutants sur le sujet, il est ressorti le terme de ceux qui incarnent l'institution. Les hommes. Et les hommes. Alors, je voudrais dire que une institution a aussi de la valeur et inspire du respect par rapport au quant à la valeur qu'inspire celui qui incarne l'institution. Si on prend également n'importe qui, de n'importe quelle moralité, pour mettre à la tête d'une institution, on ne peut pas vouloir empêcher que ceux qui regardent l'institution ou qui attendent de l'institution ne puissent pas voir en l'institution la mauvaise moralité ou bien le déchet, permettez-moi le terme, de celui qui incarne l'institution. Donc il faut aussi mettre de la valeur en l'individu qui incarne l'institution. Et à un moment donné, lorsque cet individu ne peut plus porter l'institution, il y a mieux de le remplacer pour sauvegarder et préserver l'institution. C'est également de ça qu'il s'agit. Alors, pour revenir toujours sur ce cadre-là, j'ai bien aimé lorsque M. Foggia a dit respecter l'institution, c'est reconnaître l'autorité de l'institution. Je voudrais donc pouvoir chuter en disant le pasteur que je suis est une institution. Je suis l'institution. Oui. Et qui plus est, je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ, pour ne pas dire de Dieu, comme l'a dit Majesté. Et tous ceux qui viennent à l'église, ils me croient savoir que notre chef d'État est un fidèle catholique. Et qui, en tant que fidèle catholique, lorsqu'il va à l'église écouter le sermon de son pasteur ou de son prêtre, il est soumis à l'autorité du prêtre qui représente Dieu. Et il est soumis devant Dieu. Ce qui nous vient à dire que ce que les évêques ont dit, ils sont une institution qui mérite également du respect et à laquelle nous devons être soumis. Ça veut dire que celui qui est fidèle de cette église et qui reconnaît en l'évêque le représentant de Dieu, il gagnerait à aller vers l'évêque pour dire: Monseigneur, je voudrais bien mieux comprendre le message que Dieu vous a donné pour le peuple camerounais. Donc tu as tourné comme ça. Après tu es mais c'est les institutions et respirer. J'ai le droit de faire mon ami Fedji n'a pas pu m'expliquer ce qui met dans le respect. Est-ce que vous voulez me remplacer? Je vous ai dit le respect des décisions, la reconnaissance de l'autorité, la reconnaissance de la légitimité. De répondre à Sylvestre Lebel, il est taquin ce soir, donc faites plus pas de Majesté, je vous donne la parole pour sortir de ce sujet. Je ne sais pas si on en sort, j'ai plutôt le sentiment qu'on y entre.
Donc, ouvrez donc la porte de sortie, puisqu'on veut dire qu'on entre en sortie. Si vous voulez, il me semble que nous sommes au cœur des franchises démocratiques. Et que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on nomme un individu à la tête d'une institution. Il est au service de ceux qui lui ont donné ce mandat à partir d'une élection ou à partir du décret qui découle de l'élection. Ces personnes-là ont le devoir de regarder ce qu'il fait et d'analyser pour juger que le service qu'il rend est compatible avec les attentes ou pas. Il me semble donc que au cœur de ce dialogue démocratique, la manifestation que l'on observe sur la contestation des institutions est peut-être l'expression de la non-satisfaction de l'offre. Il s'agit de quoi? C'est l'État patrimonial, propriétaire de tous les pouvoirs, de toutes les forces, qui s'est piégé lorsqu'il s'est enfermé dans la notion de tolérance administrative, en hypertrophiant le fait politique. En fait, c'est à partir de là que les institutions ont commencé à perdre de leur authenticité, puisqu'on a dû tolérer beaucoup de choses pour des accommodations de type purement, j'allais dire, politicien. Or, en dialogue démocratique, vous posez un fait, la société vous observe, et on comprend que dans tel acte qui a été posé, on a dérogé à la règle commune qui est la loi pour accommoder un partenaire politique. À partir de cet instant-là, les gens ne sont plus sûrs que cette institution-là est au service de la communauté. C'est comme ça que la République, qui est la chose commune, c'est d'élite, il est donc important que on repense l'ingénierie de l'accommodation du consensus national. Parce qu'aujourd'hui, en l'absence d'un nouveau pacte républicain qui rende aux institutions la totalité de leur crédibilité, et à ceux qui les incarnent l'obligation des valeurs que le pasteur évoquait tout à l'heure, pour que ceux qui les observent, au-delà des appartenances, se reconnaissent à la fois dans l'institution et dans l'orthodoxie des actions et des actes qui sont posés au nom de cette institution par ceux qui les incarnent. Lorsque tout cela est emballé dans un flou qui s'appelle la tolérance administrative, cela ouvre un boulevard à tous les arbitraires, à toutes les incertitudes. C'est à ce prix-là que nos institutions perdent de plus en plus la crédibilité. Parce que la tolérance administrative a imprégné l'ensemble du système. On nomme, vous avez des corps comme les enseignants, on vous dit qu'un gars ne peut pas être proviseur avant au moins 15 ans de métier, mais il suffit qu'au hasard d'une nomination, 2 ans après, il est proviseur. Et on demande aux autres qui sont arrivés avant qui ont 25 ans d'ancienneté de trouver que c'est normal de se soumettre, d'accepter, de se soumettre, et on vous dit que c'est la tolérance administrative, le respect des institutions. Le respect des institutions, c'est tout ça qui brouille le message. Il me semble donc qu'il faudrait en fin de compte que l'État se départisse du piège dans lequel il s'est enfermé, le piège de la tolérance administrative, pour revenir à des franchises républicaines orthodoxes, en faisant appliquer les lois qui s'est donné lui-même. Tant que l'État sera le premier, c'est bizarre, par ceux qui l'incarnent, c'est-à-dire les officiels de très haut rang, qui sont les premiers à multiplier des actes questionnables. Ne demandez pas au commun des mortels. On a eu il y a quelques années un grand débat ici, ce qu'on appelle la justice populaire. Contestable, détestable et tout ce que vous voulez. Sauf qu'elle était une forme de réappropriation de la justice par ceux qui se sentaient privés de justice par ceux qui en avaient le mandat. Alors, lorsqu'on savait qu'on ne pouvait plus aller chez le magistrat et se voir dire la justice, on rentrait au quartier se faire justice, quitte à ce que cela ne soit pas justesse. Malheureusement, on peut le condamner, on peut le détester, mais cela ne va se réparer que lorsqu'on sortira du piège de la tolérance administrative qui a ouvert un boulevard à toutes les incertitudes, moyennant quoi les officiels de très haut rang ont commencé eux-mêmes à donner le mauvais exemple qui consiste à piétiner les lois, parce que les lois sont au-dessus de la nomination des individus. C'est les zones normatives, c'est d'abord les lois. C'est ça. Avant les lois organiques. Oui. C'est un problème.
On retire la norme pour respecter les organes. Non, c'est ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous êtes unanime sur le fait, comme Monsieur Tida le dit, bonsoir la Rose nationale, que l'institution se respecte et le reste viendra tout seul. Encore qu'aujourd'hui le mérite ne compte plus. Tu vois ton petit frère qui a pris service hier devenir ton chef, c'est compliqué pour nous. Je crois qu'il résume très bien. Oui, Monsieur le maire, on sort. Non, je ne peux que réitérer que le respect des institutions, c'est le principe fondamental d'une société démocratique. Et lorsque nous n'avons pas à respecter nos autorités, je reviens encore sur les autorités, toute autorité est établie par Dieu. Comme on dit, tout pouvoir vient de Dieu. Et ça, je résume les deux sujets pour dire quoi qu'on puisse analyser, quoi qu'on puisse critiquer, qu'on retienne d'abord que tout pouvoir vient de Dieu. Bonsoir le panel, les institutions camerounaises sont-elles vraiment respectées et efficaces? C'est ça la question. Les hautes instructions du chef de l'État sont souvent bafouées. Les décisions de justice ne sont pas toujours appliquées. Et la corruption gangrène les différents échelons de l'administration. Quels sont les remèdes pour renforcer l'état de droit et garantir le respect des institutions au Cameroun? C'est tout ce que nous vous demandons. C'est Christian Anissé depuis Mimboman École qui s'exprime. Bonsoir la grande royale de la modération. Comment croire aux institutions si les personnes qui les incarnent ne les respectent pas elles-mêmes? Voilà les ministres qui refusent de respecter les instructions du président de la République, qui est l'institution qui les nomme, alors que papa le décrit dans tous ses discours. Bon débat, je suis d'accord avec le pasteur sur le plateau. C'est Antoinette qui nous écrit depuis Soa. Je prends vraiment au pif, hein. Je ne pourrais pas prendre tout le monde. Bonsoir, le respect des institutions est essentiel pour une société démocratique stable et juste. Il implique reconnaissance, obéissance, participation et critique constructive pour maintenir la stabilité, la justice et la cohésion sociale. Ben voilà, c'est pas signé, donc je n'ai pas le nom, mais bon, le message il était intéressant. Bonsoir Rosalie, je dis un bonsoir et une bonne année à tout ton panel. Je voudrais que l'homme du grand R peut nous expliquer entre respecter les institutions et l'abus de pouvoir qu'on observe dans notre pays. Si ceux-là même qui incarnent ces institutions ne les respectent pas, comment veut-il qu'un citoyen lambda comme moi puisse les respecter? Un ministre qui passe 15 ans au même poste, est-ce là le respect des institutions lui aussi? Un ministre qui intimide la population en promettant d'être écrasé, est-ce ça également le respect des institutions? Nous tous on voudrait respecter, mais il faudrait que ça soit l'affaire de tout le monde. C'est Docta depuis Garoua Boulaye qui nous écrit. Qu'est-ce qui est référent? Oui, Rosalie. Le doigt. J'ai dit que c'était fini. Non, je réclame juste 30 secondes. C'est à 30 secondes juste pour dire que lorsque nous avons écouté la sortie du premier évêque. Non, je vous retire la parole. J'ai retiré. Bonsoir au panel. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les réactions des prélats ne devraient pas être minimisées. Le départ forcé de Kabila au Congo doit nous parler. Il faudrait qu'on s'écoute. Oulinga qui nous écrit depuis Bertois. Bonsoir à vous sur le plateau de Cam10 Télévision. Belle émission. Madame, les hommes de Dieu ont parlé. Tout pouvoir vient de Dieu. Alors si ces hommes qui incarnent la présence de Dieu sur terre vous parlent, ne prenez pas cela en une hérésie de mauvais goût. Notre patriarche, s'il aime vraiment ce pays, il doit écouter tout le monde. Il doit s'assurer d'une bonne transition aussi pour le peu de temps qu'il a avant que tout ne dégénère. C'est André qui nous écrit depuis Maroua ce soir. Merci. Lui, non, il ne t'a pas donné la parole. Pourquoi tu dis merci? Je dis merci aux téléspectateurs. Voilà, merci. Merci de dire nice, I am connected. Qui t'a donné 30 secondes? Bonsoir. Ben voilà, je ne vais même pas lire les messages de ceux-là. Vous m'avez embrouillé. Vous voyez qu'il y a les téléspectateurs qui vont passer à la trappe de votre intervention. Rosalie, c'est l'ambassadeur de Jésus-Christ. C'est pas grave. C'est la corruption déjà là. C'est la corruption morale, ça. C'est propre. Ça, c'est la corruption morale. C'est une autorité. C'est une autorité. Ça, c'est la corruption morale. Non, pas du tout. Tu n'as jamais rien refusé. S'il te plaît. Les 30 secondes juste pour... Après, on m'a dit qu'on m'a corrompu. Je suis à mon vision. C'est un message et c'est un message divin. Non, ça va. C'est un message divin. Je parle quand même ici en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Je voudrais dire que lorsque c'est un seul évêque qui a parlé, on peut se taire,
on peut se questionner. Mais lorsqu'il y en a déjà 3 qui ont... Est-ce que l'église catholique a parlé? Est-ce que l'église catholique a parlé? Est-ce que l'église catholique a parlé? Il confirme que l'église catholique a parlé? Est-ce que l'église catholique a parlé? Est-ce que l'église a parlé? Est-ce que l'église catholique a parlé? Est-ce que l'église a parlé? Est-ce que l'église catholique? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'église catholique n'a pas parlé. Est-ce que l'église catholique a parlé? Est-ce que la conférence épiscopale a parlé? Merci, monsieur le maire. Pourquoi vous parlez de 3 évêques? Révérend, vous comprenez pourquoi je ne devrais pas... Vous connaissez ce que les autres pensent? Merci à monsieur le maire Sylvestre Lebel Niek. Merci à Paul Stéphane Milouga. Merci à Sa Majesté Alphonse Ateba Ndoumou. Et merci révérend Emmanuel Paco. Je vous envoie vous reposer. Je ne peux pas vous laisser toucher. Merci à monsieur le maire Benoît Fedieu. Merci à toute l'équipe technique Fabrice Amvama. Ah voilà, André, c'est le prénom que je cherchais. André Oona. J'avais le nom, mais j'avais pas le prénom. Et merci à Aubaine qui était derrière la machine du son. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 17h. Le journal en anglais, c'est tout à l'heure à 19h. La version en langue de Molière, c'est à 20h. N'oubliez pas le grand rendez-vous de la rédaction de Camdis Télévision à 21h, la rétro. Ça sera ainsi toute la semaine. On va remonter le temps sur l'actualité, les actualités ayant meublé toute l'année 2024. Et bien entendu, je vous souhaite de ne pas bouger devant le petit écran parce que c'est ici que ça se passe. L'horloge tourne. À demain.